Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons aborder la physiologie de l'hémostase. Pour commencer, nous allons faire un petit point de définition. Donc, qu'est-ce que l'hémostase? L'hémostase, c'est un processus mis en place par l'organisme pour colmater une brèche vasculaire. Elle se décline en deux phases. D'une part, l'hémostase primaire que l'on appelle agrégation plaquettaire. D'autre part, hémostase secondaire que l'on appelle plus communément coagulation. Il existe un certain nombre d'acteurs de l'hémostase primaire. Donc vous avez les plaquettes qui sont produites par les mégacariocytes au sein de la moelle osseuse et qui vont posséder à leur surface un certain nombre de glycoprotéines, des récepteurs. Alors les glycoprotéines 1A, 2A, des récepteurs du collagène, glycoprotéines 1B et 9, récepteurs du facteur vibrante, des glycoprotéines 2B, 3A, récepteurs du facteur vibrante et du fibrinogène. Alors cette liste de glycoprotéines peut vous paraître un petit peu complexe, surtout si vous abordez pour la première fois l'hémostase. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces glycoprotéines vont avoir un rôle d'arrimage de la plaquette au niveau de l'endothélium. Endothélium dans lequel vous retrouverez du collagène et du facteur vibrante. Et qu'ensuite, elles vont aussi avoir un rôle pour la fixation des plaquettes entre elles, via justement ce fibrinogène. Donc, ces glycoprotéines retrouvées à la surface des plaquettes ont un rôle central, puisqu'elles permettent l'arrimage de la plaquette au niveau d'endothélium et la fixation ensuite des plaquettes entre elles grâce au fibrinogène. Nous reverrons ça sur un schéma un petit peu plus explicite tout à l'heure, mais retenez justement ça, et cette interaction entre le collagène, le facteur vibrante, le fibrinogène et ces glycoprotéines. Autres acteurs de l'hémostase primaire, le fibrinogène. La paroi vasculaire, constituée de l'endothélium et du sous-endothélium, et bien entendu le facteur vibrant. Intéressons-nous maintenant aux différents acteurs de l'hémostase secondaire. Donc vous avez les facteurs de coagulation, à l'inverse les inhibiteurs de la coagulation, les phospholipides plaquettaires et tissulaires, et le calcium, qui permet la fixation des facteurs de coagulation sur les matrices phospholipidiques. Il est grand temps maintenant de s'intéresser aux différentes étapes du phénomène d'agrégation plaquettaire et donc de l'hémostase primaire. La première étape, c'est la vasoconstriction réflexe. Donc on va avoir une diminution du flux sanguin, ce qui va permettre de favoriser les interactions plaquettes sous endothélium. Vous allez pouvoir avoir une adhésion plaquettaire aux fibres de collagène sous-endothéliales et aux structures sous-endothéliales via le facteur vibrante. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a justement cette interaction entre les glycoprotéines de la plaquette et des éléments retrouvés au niveau de l'endothélium. Ensuite, vous avez une activation plaquettaire. Donc là, vous avez un changement morphologique de la plaquette avec une perte de sa structure discoïde, une sécrétion du contenu des granules contenus en son sein et une facilitation de l'agrégation plaquettaire par libération de thromboxane A2, une molécule proagrégante. Et puis quatrième et dernière phase de cette hémostase primaire, c'est l'agrégation plaquettaire. C'est-à-dire que là, c'est une interaction plaquette-plaquette, c'est-à-dire que vous allez avoir une apposition successive de nouvelles plaquettes grâce à l'interaction GP2B3A avec le fibrinogène. Donc là, pour faire un petit recap de l'hémostase primaire, nous avons un petit schéma que je trouve plutôt bien fait, où vous avez justement votre plaquette. Sur cette plaquette, vous avez trois récepteurs. Un récepteur rose, un récepteur noir, un récepteur bleu. Pour commencer, on va s'intéresser au récepteur rose, la glycoprotéine 1B, qui va venir se fixer sur le facteur vibrante, le petit carré bleu retrouvé au niveau de l'endothélium. Ceci étant fait, vous allez avoir la fixation de la glycoprotéine noire, donc GP1A2A, avec la petite bille verte, le collagène, qui lui aussi est retrouvé au niveau de l'endothélium. Dès lors que vous avez cette fixation de la glycoprotéine rose avec le petit carré bleu, la glycoprotéine noire avec la petite bille verte, vous avez une plaquette qui a parfaitement adhéré au niveau de l'endothélium. Cette plaquette peut donc être activée. Elle s'active, elle perd sa structure discoïde, on libère une molécule proagrégante, le thromboxane A2, et ensuite vous allez avoir une fixation des plaquettes entre elles grâce au fibrinogène qui va faire le pont entre les petites glycoprotéines bleues
que vous voyez à la surface de la plaquette. Et tout ce phénomène va permettre la formation d'un clou plaquettaire. Et donc c'est ça finalement l'hémostase primaire, c'est de l'agrégation plaquettaire. La fixation d'une plaquette à l'endothélium, puis une fixation des plaquettes entre elles. Intéressons-nous maintenant à l'hémostase secondaire. L'hémostase secondaire que l'on appelle également coagulation. Coagulation, c'est quoi? La coagulation, c'est la conversion du fibrinogène soluble en fibrine insoluble. Nous le reverrons tout à l'heure. Cette conversion, c'est la conséquence de cascades de réactions enzymatiques à partir de protéines plasmatiques que l'on appelle les facteurs de coagulation. Donc là, apparaît à votre écran un schéma. C'est la cascade de coagulation. Alors cette cascade, elle peut vous paraître un petit peu compliquée, surtout si c'est la première fois que vous la voyez. Alors pour aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de la connaître par cœur, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Déjà pour comprendre l'hémostase dans son intégralité, mais aussi pour comprendre le mécanisme d'action d'un certain nombre de thérapies, et on pense notamment aux AOD, aux AVK, etc. Donc pour aujourd'hui, si c'est la première fois, ne vous forcez pas forcément à l'apprendre, mais à terme, ce serait bien que vous la connaissiez. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'il y a deux systèmes au niveau de cette cascade de coagulation. Le système intrinsèque, que vous avez en haut à gauche, et le système extrinsèque, qui fait intervenir le facteur 7 et le facteur tissulaire, en haut à droite. L'objectif de cette cascade de coagulation, c'est de former un caillot stable de fibrine. Donc, vous voyez ça en bas à droite. Dès lors que vous perturbez quelque chose sur la cascade, ça perturbe finalement toute la suite et vous allez avoir une coagulation qui sera altérée. Alors, comment se déclenche cette coagulation? Eh bien, cette coagulation, elle s'active par activation justement de la voie extrinsèque qui fait intervenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, le facteur tissulaire et le facteur 7. Ce facteur tissulaire, il est exposé dès lors que l'on a une blessure vasculaire. Alors, dès que j'ai ma blessure vasculaire, j'ai mon facteur tissulaire à disposition. Je vais donc pouvoir former un complexe facteur tissulaire facteur 7, ce qui va permettre d'activer deux voies, la transformation du facteur 10 en facteur 10A et à minima la transformation du facteur 9 en facteur 9A. C'est ce système extrinsèque qui permet l'activation de la coagulation. Alors on peut aussi avoir une activation par le système intrinsèque, mais dans cette vidéo simplificative, on ne va pas l'aborder. Alors forcément, vous avez, pour éviter les thromboses, parce que si vous coagulez sans cesse, imaginez-vous que vous allez thromboser. L'objectif étant d'avoir un parfait équilibre. Et donc c'est pourquoi on va faire intervenir des inhibiteurs de la coagulation. Il ne faut pas trop d'inhibiteurs, tout comme il ne faut pas trop d'agents coagulants, sinon on n'a pas l'équilibre. Donc voilà, il faut maintenir cette homéostasie. Cette inhibition, elle se fait grâce à 4 acteurs. D'une part, vous allez retrouver l'antithrombine, qui inhibe la thrombine, mais aussi la plupart des facteurs activés de la coagulation. Donc c'est ce que vous pouvez voir en bas à droite du schéma. Dès lors que vous inhibez la thrombine, vous allez empêcher la formation du fibrinogène en fibrine. La protéine C et la protéine S qui agissent en synergie et qui inhibent les facteurs 5 et 8 de la coagulation. Et puis bien entendu l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, le TFPI, qui inhibe le facteur 7A couple le facteur tissulaire, et donc la voie extrinsèque que je vous ai expliqué tout à l'heure. Dernière étape de l'hémostase, étape qui permet finalement de clore cette hémostase, eh bien c'est la fibrinolyse. Qu'est-ce que la fibrinolyse? Eh bien la fibrinolyse, c'est la dissolution de la fibrine dès lors que le saignement s'est arrêté. Donc on retrouve différents acteurs de la fibrinolyse, notamment le plasminogène et la plasmine. Le plasminogène, il est synthétisé par le foie. C'est un précurseur inactif de la plasmine. Ce plasminogène, on va venir le transformer en plasmine
via l'activateur tissulaire de plasminogène, voire l'urokinase. Dès lors que l'on a formé cette plasmine, on va pouvoir agir sur le caillot de fibrine. Puisque cette plasmine, c'est une enzyme qui a une action protéolytique sur la fibrine, qui va venir la dégrader. Et dès lors que l'on dégrade la fibrine, dès lors que l'on a cette protéolyse de la fibrine, on va voir apparaître des produits de dégradation, que sont les dédimères et que l'on peut doser en laboratoire. L'objectif de la fibrinolyse, c'est de dissoudre le caillot et finalement de clore ce phénomène d'hémostase. Alors, en bref, vous avez votre lésion vasculaire. Vous avez une brèche vasculaire. L'objectif, c'est d'obturer la brèche. Donc, on fait appel à l'agrégation plaquettaire. Rappelez-vous les plaquettes qui se fixent au niveau de l'endothélium vasculaire, puis qui s'arriment entre elles pour former un clou plaquettaire. Ensuite, pour que ce soit un petit peu plus solide, on va vouloir avoir une étape de coagulation. L'objectif étant de former une masse fibrinoplaquettaire. Donc, on va chercher à former de la fibrine. Le saignement s'arrête. Et dès lors que le saignement s'arrête, on va vouloir dissoudre ce caillot et réparer et reperméabiliser le vaisseau endommagé. C'est la fibrinolyse. Bien entendu, dans toute cette étape, vous avez des phénomènes de balance. Par exemple, pour la coagulation, vous avez des inhibiteurs de la coagulation pour éviter de trop thromboser. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre parfait qui permet justement d'éviter les saignements et les thromboses. Merci à vous de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.